La première année où on fait le Kula Mamen avec Alex, c'était quand même encore un peu le Kula à l'ancienne. Et le Kula à l'ancienne, c'était les gars, vous allez suivre les petits carreaux de ciment scellés dans les rochers orange. C'est un petit carreau orange de 4 cm de côté. Et ça sera le balisage. Faites bien attention à l'entrée et à la sortie des villes parce que c'est pas évident à choper, tu vois. Et du coup, ça m'avait plu. Tu vois, genre ça m'avait plu parce que navigation à la montre qui rappelle le off, tu vois, genre quelque chose en plus que j'aime bien parce que du coup ça met ton esprit en alerte, tu vois, genre t'es vraiment dans le truc, quoi. T'es sur ta montre, tu peux chaque croisement, tu peux te tromper en l'occurrence et tout. Et je trouve que ça, moi ça me plaît bien. Salut à tous et bienvenue dans Course épique, le podcast qui vous plonge au cœur d'histoires de courses hors du commun. Je suis Guillaume Lalu et chaque semaine, je vous emmène à la rencontre de coureurs passionnés, qu'ils soient élites ou amateurs, pour qu'ils partagent avec nous leurs émotions et les courses qui ont marqué leur vie. Ici, on vibre, on s'inspire et on court autrement. Rendez-vous chaque mercredi pour un nouvel épisode et chaque lundi pour un extrait qui vous donnera de l'élan pour la semaine. Bonne écoute. Salut Loïc. Salut Guillaume. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Course épique. On a eu l'occasion de se croiser déjà un certain nombre de fois, donc je suis vraiment ravi à plein d'égards de passer ce moment-là avec toi aujourd'hui, un micro à la main. Pareil. Loïc, on enregistre cet épisode le mercredi 24 septembre. Figure-toi qu'il y a 21 ans jour pour jour, Richard Virenque annonçait sa retraite sportive, tu vois, ce cycliste français, j'imagine. À l'issue de son plein gré. Ouais, c'est ça, exactement, la ref Guignol. Et voilà, il avait fait cette annonce dans le cadre d'une conférence de presse. Il y a eu des histoires d'annonces de retraite sportive un peu plus inattendues ou plus poétiques. Par exemple, Kobe Bryant, qui avait opté pour la simplicité et l'émotion pour sa retraite. Il avait publié une lettre manuscrite qui s'appelait Dear Basketball dans le journal de Players Tribune. Et donc voilà, c'était un ton très personnel qui révélait son amour et sa gratitude pour ce que lui a apporté son sport tout au long de sa carrière. Donc voilà, c'était un format très poétique qui a été adapté en court-métrage, ça je savais pas, et qui a remporté même un Oscar. Voilà, donc la belle histoire, une belle façon de tirer sa révérence. Alors toi, j'anticipe la question, Loïc, parce qu'on n'est pas du tout là et je te le souhaite pas pour tout de suite. Mais si tu devais mettre en scène ta retraite d'ultra trailer, comment est-ce que tu t'y prendrais? Comment est-ce que tu finirais ce dernier ultra? J'espère que ça n'arrivera pas en l'occurrence. J'ai vraiment un trop grand amour pour ce sport pour le faire en l'occurrence s'arrêter. Je pense réellement que c'est un... Enfin, j'ai jamais été drivé par la performance, donc même si physiquement je suis un peu moins bien que je le suis actuellement, je réduirai les distances et je continuerai le plus longtemps possible à aller courir, à aller me balader dehors en fait en gros. Parfait, on a envie de te voir longtemps sur les sentiers. Loïc, question habituelle pour ouvrir le podcast, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs? Mais on peut pas parler de sport, qu'est-ce que tu peux nous dire de toi? Qu'est-ce qu'on peut dire de moi? Alors Loïc Chalmin, du coup je suis quelqu'un qui vient des Aravis dans Haute-Savoie, qui vit à Paris depuis 20 ans, qui adore cette ville, qui travaille à son compte, qui est indépendant depuis tout le temps, hyper curieux et j'aime passer énormément de temps dehors, essayer des nouveaux trucs et vivre des choses inédites. Genre faire du lime sous la pluie par exemple, comme aujourd'hui? Faire du lime sous la pluie, mais ça c'est la base. Quand on est à Paris, c'est pas inédit en fait, l'expérience du lime sous la pluie, c'est juste un mercredi. Ouais. Tu touches à la data aussi? À la data, ouais, en fait, je suis ingénieur à la base. Et donc, du coup, je fais ce qui se vend bien, en l'occurrence, puisque je suis freelance. Et donc, du coup, la data, c'est à la mode et j'aime bien ça. Ça me passionne assez, en l'occurrence, tout ce qui est marketing digital et données. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans les médias, à Radio France et au Monde. Et puis là, je continue un peu mon parcours à droite à gauche dans des sociétés, des agences de com, des choses comme ça et tout. Je suis vraiment indépendant depuis 2012. Donc ça fait un petit moment déjà maintenant que je suis à mon compte. Et la donnée principalement. Ça doit te laisser le temps, on aura le temps d'en parler un peu plus tard, mais voilà, le loisir pour en tout cas organiser tes journées, j'imagine, et trouver de la place pour la course à pied. Donc tu fais un peu le grand écart entre Paris et Annecy aussi, c'est ça? Exactement, en fait, je suis originaire de Villars-sur-Thône, entre Thône et la Clusaz en l'occurrence. J'ai passé les 20 premières années de ma vie et puis les 20 suivantes à Paris. Et donc du coup, j'ai eu l'occasion de pouvoir avoir un petit appartement là-bas et du coup, c'est vrai que je passe, on va dire, 20 nuits à Paris et 10 à Annecy par mois, ce qui me permet de pouvoir épancher ma soif de montagne tout en gardant une activité professionnelle parisienne et culturelle qui me passionne et dont je ne pourrais me passer. En l'occurrence, je ne pourrais pas vivre que dans la nature. J'aime ça, mais pas au point d'y passer ma vie. De façon exclusive. Exactement.
Je t'ai fait une fourberie parce que c'est moi qui t'ai parlé de sport dans la question d'avant en parlant de la place pour l'ultra alors que je te demande de pas parler de sport. C'est ça. Ne me juge pas. Justement, le sport dans tes jeunes années, Loïc, est-ce qu'il était très présent? Qu'est-ce qui t'a bercé? Ben, en l'occurrence, moi, je suis quand même une tête d'ampoule. Hein. En l'occurrence, je suis quand même premier de la classe. Donc, en vrai, le sport, c'est ma plus mauvaise note au bac. Hein. Faut pas non Ah ouais, plus. c'est vrai Ouais. Ça t'intéressait pas? Non, mais en fait, je pense que j'ai perdu la championnat de France de puberté la plus tardive contre Laurent Deutsch. Donc, en gros, globalement, le PS a toujours été une douleur pour moi. J'étais vraiment le plus petit. Okay. J'ai toujours adoré me balader dehors avec mon frère. On allait faire du ski, de la rando. Enfin, ça s'appelait pas du trail, mais voilà, de la rando vite. Et du coup, tout ça, c'était vraiment des trucs qui me passionnaient de ouf. Mais dès que c'était avec des autres personnes de mon âge et tout le bazar et tout, un peu. Ouais, j'avais pas du tout d'intérêt pour ce truc-là. J'ai jamais vraiment été passionné. Enfin, le cœur, c'est même toujours un truc qui, j'ai pas trop l'esprit de compétition. J'ai pas trop tout ça. En gros, quoi, j'aime juste passer du temps dehors, vivre des trucs un peu nouveaux, essayer des trucs. Là, maintenant, le sport, ça représente une grosse partie de ma vie maintenant. Et ça l'a un peu toujours représenté, mais pas du tout d'un point de vue standard, tu vois, genre un peu traditionnel, quoi. Je viens pas de l'athlétisme, j'ai toujours détesté l'athlétisme. Le vélo, c'est juste pour aller au taf, enfin, tu vois. Ok, fonctionnel, quoi. Le sport, exactement. En tout cas, c'est pas ancré dans tes gènes depuis toujours. Ton imaginaire d'enfant, il était nourri de quoi? T'avais envie de quoi, là, justement, quand t'étais gamin? Tu te projetais comment dans le futur? En l'occurrence, moi, c'était pas mal le fait de découvrir des choses, en fait. En l'occurrence, j'ai toujours été hyper curieux, quoi. C'est pour ça que j'ai fait ingénieur pour essayer de comprendre comment les choses fonctionnaient. Et puis une fois que ça a été fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait voyager, qu'on pouvait découvrir, etc., etc. Franchement, enfin, c'est un peu ma boussole, le fait de me balader, de découvrir des nouvelles choses. Là, ça fait 2-3 ans que je fais du parapente pour découvrir les ciels, tu vois, genre pour découvrir ce que c'est que de la terre vue d'en haut, quoi. J'aime bien voyager, j'ai aimé voyager pendant hyper longtemps. Je continue à voyager autant que je peux. Là, on va parler de découvrir un pays en basket, à faire 200 bornes à pied dans un pays où, de village en village, tu vois, c'est le genre de choses c'est principalement ma boussole, c'est ça, ça a toujours été de me nourrir de trucs que je connaissais pas et tout. Et tu te satisfais de ça ou est-ce que tu as toujours cette insatisfaction, toujours vouloir savoir plus, d'aller creuser autre chose, d'être tout le temps dans cette sursollicitation? Je l'avais, mais je l'ai moins. De moins en moins, en l'occurrence, parce que maintenant tu t'apprends à choisir un peu ce qui va tu commences à avoir un peu d'expérience. Et l'avantage de l'expérience, c'est que tu sais ce qui va t'amuser et tu sais que les choses les plus amusantes, elles nécessitent de la préparation, de la patience, de l'exigence en l'occurrence et tout. Parce que si tu papillonnes au début, puis après tu te rends compte que finalement c'est pas si ouf que ça et qu'en fait les choses les plus ouf, elles entre guillemets méritent. La course à pied, à quel moment tu as commencé à t'y consacrer de façon vraiment intentionnelle, pas juste peut-être comme une expression d'un mouvement quand tu étais plus jeune, mais vraiment te dire, OK, là, aujourd'hui, je prends des baskets et je vais courir avec quelle que soit la perspective, mais à quel moment ça s'est passé? Ça va pas être très original, parce que je pense que tu as déjà entendu l'histoire, mais genre, j'étais un petit peu fêtard en sortant de mon école d'ingénieur et de commerce. Et du coup, c'est vrai que j'avais envie de me remettre un peu au sport. Et dans Paris, j'ai fait un petit peu de sport collectif. Je me suis rendu compte que je passais plus de temps dans le RER à aller au stade que réellement à jouer. Donc en gros, je me suis rendu compte que d'un point de vue purement on va dire rationnel, productiviste, il fallait genre juste la sortie, elle commençait quand on fermait la porte de l'appart et elle se terminait quand on rentrait dans l'appart. Et donc du coup ça m'a vraiment bien motivé parce que voilà, en 1 heure, on avait fait 1 heure de sport. Et ça a tout de suite été un bon driver pour moi. Il y avait absolument aucun coup. Puis en plus, tu pouvais voir des trucs et tout. Tu pouvais te balader. C'était très, très cool. Donc, je dirais que c'est vraiment, je devais avoir 22-23 ans quand j'ai commencé à faire ça. Mais pendant très, très longtemps, en fait, je suis resté un vrai coureur du dimanche qui allait le lendemain de soirée faire passer un petit peu ses excès. J'ai l'expression là, avant je faisais surtout des jogging les lendemains de fête. C'est une version très sage. Exactement, c'est ça. On va dire exactement ça, quoi. Mais ça a duré très longtemps, très très longtemps. Et puis après il y a eu et après je sais pas pourquoi. En fait j'ai vraiment le parcours classique du Parisien de base, c'est qu'un jour on m'a proposé une Saint-Élion, comme tout le monde en fait. En l'occurrence, quand t'as fait ton marathon de Paris, quelqu'un te propose une Saint-Élion dans ton entourage, évidemment. Et du coup tu l'as fait. Et tu te rends compte que c'est grave cool. Et puis là, tu mets le doigt dans un truc que tu maîtrises plus après. T'avais envie d'aller déjà les premiers dossards. Je sais que tu fait les 20 km de Paris aussi. Tout de suite, quand on t'a proposé ça, ça a été très vite une envie, en tout cas, d'aller vers ces compétitions-là, ou tu t'es laissé un peu bercer par cette pratique un peu loisir, tu vois, ce que tu disais, un peu épisodique, plus pour une espèce d'hygiène.
Ou est-ce que très vite tu as été appelé par quand même le dossard, même si on sait que la compétition c'est pas ton moteur, mais est-ce que tu as voulu Ouais, mais en tester? fait, c'est comme ça m'a toujours plu, mais dans le sens, tu vois, expérience sociale, tu vois, genre c'est grave cool de courir à aussi nombreux et tout ça. Tu sais, c'est comme le foot et le foot quand c'est la Coupe du Monde et tout le monde est content. Tu vois, c'est vraiment, franchement, il y a quelque chose de fantastique à prendre un dossard et tout. Et dès le départ, en fait, j'ai aimé l'ambiance. Et j'aime toujours l'ambiance des courses, hein, en l'occurrence, que ce soit des courses où on est 22. Et du coup, on s'est tous vus sur la ligne de départ, ou des courses où on est 50 000 et tu vois, et c'est départ de Staten Island Bridge là pour le marathon de New York et tout. C'est fou. Ton intérêt pour le trail, il est né de cette façon-là, là, quand on t'a proposé la Saint-Élion. Enfin, c'est en tout cas un premier pas dedans, même si on peut discuter sur ce qu'est la Saint-Élion, etc., en termes de forme peut-être hybride entre route et trail, mais ça a été ta première expérience qui t'a amené vers les sentiers. De dossard, ouais. Après, il y avait toujours, quand j'ai commencé à courir, après, quand je rentrais à la maison, dans ma famille, j'allais courir. Enfin, en l'occurrence, dans la forêt, dans la montagne, c'est des trucs que j'aime toujours aimer bien faire avec mon frère. On a toujours eu cette passion pour se faire une sortie tous les deux où on court. Je sais pas, c'est débile, c'est entre frères. C'est lui qui lâche le premier, mais ça, c'est normal. Ça fait pas un truc très intelligent de faire. Un truc très intelligent de faire, exactement. Et les formats longs, tu as eu tout de suite l'intuition aussi que tu avais envie, au-delà de pratiquer de l'effort, d'aller sur des longs moments, du temps long? Ouais, tout de suite. C'est vraiment un truc qui me plaît de ouf. Je sais que j'ai ça. Déjà, ça fait rêver. Enfin, en l'occurrence, quand tu fais le tour du Mont Blanc, tu te rends compte? Genre, c'est incroyable. C'est incroyable. Maintenant, c'est banal, tu sais, parce qu'il y a trop de, il y a trop de pubs autour du truc et tout. Genre, quand j'ai fait mon premier UTMB, c'était en 2017, genre, juste, c'était ouf. J'ai fait le tour du Mont Blanc. Et quand j'ai fait la première DAC, j'ai traversé l'île de la Réunion. Enfin, c'était un truc, ça reste complètement dingue. Enfin, moi, j'adore ça. Ouais. Oui, il y a aussi la symbolique, en tout cas, on en parlera après, mais sur les défis que tu te lances, il y a quand même des trucs un peu objectifs, de construire un projet et pas juste un nombre de kilomètres et un dénivelé, quoi. Vraiment avoir une destination et un sens à ce que tu fais. Cette première Saint-Élion, juste pour avoir ton retour d'expérience, quel souvenir t'en gardes? Horrible. Et en plus, c'était trop tôt. Enfin, c'était beaucoup trop tôt par rapport à mon niveau de fitness. C'était beaucoup trop tôt par rapport à mes connaissances de ce que nécessitait l'ultra-distance. C'est genre, je trimballais un sac 1000 fois trop lourd. J'avais des chaussures 1000 fois pas adaptées et tout. Enfin, c'était horrible. Mais au final, ça m'a plu quand même. Ça a toujours été ça, en fait. Le fait d'en chier un petit peu a toujours été quelque chose qui m'a plu. Je sais pas si c'est, tu vois, genre, je sais pas pourquoi, en l'occurrence, mais ça m'a toujours plu de galérer, d'arriver quand même à finir le truc. J'étais fier de toi et tout. Mais c'est vrai qu'au début, enfin, ma première Saint-Élion, c'était genre, tout début des années 2010 et tout. Dans mon entourage un peu fêtard, personne, tu vois, faisait ça et tout ça, même pas fêtard, mais genre juste, j'avais personne qui faisait du trail autour de moi. Donc j'ai tout appris, tu vois, par moi-même en l'occurrence. Et ça, c'était vraiment super, quoi, tu vois, en l'occurrence. Ça a été encore plus cool quand j'ai pu le partager avec un pote de course et qui a très bien réussi. mais en vrai, on va dire les 5-6 premières années, ça a été genre des découvertes par moi-même qu'en fait, ouais, t'avais pas besoin d'emmener un sweat en coton sur 100 bornes. Parce qu'en fait, il pleuvait évidemment, il pesait 8 kg bornes, sans ressenti. Même avec la sueur, il pesait 1,6 kg. Et ce qui te pousse à y retourner là, justement, c'est encore ces énigmes à résoudre. C'est ce truc-là, comment tu t'extrais de ce scénario? Exactement, c'est le problem solving à chaque fois. En l'occurrence, à chaque fois, tu vas voir ce que la course se met en travers de la route et toi, tu vas t'adapter, tu vas faire en sorte de voir et tout. Et en plus, plus l'expérience arrive et plus t'as d'outils dans la boîte à outils. Et donc, du coup, plus c'est rigolo, quoi. Il y a eu un tournant, je crois qu'on peut le dire, dans le trail pour toi. Tu l'as évoqué tout à l'heure, vraiment à un âge où peut-être tes potes commençaient à se maquer, avoir des enfants, se marier, etc. Peut-être tu te mac avec la Réunion et tu te lances sur la Diac, c'était en 2016, je crois. Yes. Qu'est-ce qu'elle a changé, cette course, pour toi? Qu'est-ce que tu projetais comme scénario et comme rêve en allant là-bas? Et qu'est-ce que tu as trouvé finalement? Quel impact ça a pu avoir? Bah en fait à l'époque c'était vraiment pareil, je vais être d'une banalité affligeante, mais je regardais les vidéos de Zinzin Reporter à l'époque sur YouTube, je les ponçais de ouf avec ça et l'Ultra Trail World Tour, tu vois, genre, et du coup c'était vraiment le rêve, quoi, tu vois, genre je le voyais galérer, en chier, rencontrer des gens, avoir des paysages incroyables et tout ça, et c'est vraiment vivre le truc dans le temps long en l'occurrence, mais avec un équipement minimum. Il n'y avait pas ce côté j'ai le gros sac à dos, je plante la tente, machin, tout ça. Il y avait ce côté un petit peu à liberté d'avoir rien sur le dos et puis de traverser toute une île avec des paysages sensationnels. Donc du coup, c'est vrai que
Ouais, j'avais genre fait 2-3 marathons avant. Je me suis dit, vas-y, on fait la Diag, ça va être trop bien. Et en plus, c'était à l'époque hyper facile de s'inscrire. Et j'ai plus galéré en fait à m'inscrire aux courses que j'estimais nécessaires pour pouvoir être capable de pouvoir faire une Diag, quoi, en l'occurrence. Spoiler alert, j'en ai pas fait assez. Mais, mais en l'occurrence, c'était genre facile de s'inscrire, c'était cool. Et genre, pour moi, ma première Diag, enfin, c'est comme mon premier marathon de New York, en vrai, pour le coup, ça sera toujours dans le top 3 de mes meilleures courses. Toujours, j'y ai passé tellement d'heures, tellement de temps. 48, je crois. 48, ouais. horrible. Je me suis douché 2 fois. Je me suis changé intégralement, ça m'est jamais réarrivé depuis. J'ai été voir un podologue. J'ai été chez le coiffeur, c'est ça, en l'occurrence, ouais. J'ai fait les courses. C'était trop bien, quoi. J'ai lu quelque part que tu avais toujours le sentiment ou l'intuition que tu allais finir. Que c'était jamais vraiment un sujet sur les courses, que peut-être ça prendrait le temps que ça prendrait, mais que hors énorme pépin physique, etc., en tout cas, tirer au bout. Chute, tu vois, genre, j'ai un seul DNF et c'est à l'Éco-Trail de Paris parce que j'avais le Covid. Je le savais pas avant de partir et tout ça, mais j'ai toujours ce truc de... Je dis toujours... tu peux dire c'est le terrain trop technique sur l'Éco-Trail qui t'a posé problème. C'est ça, probablement. J'ai dû lâcher l'affaire à Chaville. Mais non, mais en plus c'était ma quatrième Éco-Trail. Mais genre non, j'ai toujours ce truc de finir. J'adore ça de ramener la toute fin et tout ça. Genre vraiment ce côté rien lâcher, un peu chien de la casse, vraiment d'être toujours de m'accrocher à finir le truc, même quand ça va pas. Et ça t'est dans quel état d'esprit dans ces moments-là? Est-ce que c'est une lutte? Ou est-ce que, parce que là, t'en parles avec plutôt de l'enthousiasme, de l'élan, et puis tu vois, une espèce de conviction hyper forte. Est-ce que en réalité, quand ça t'arrive, c'est vraiment un combat et tu te bats pour faire ce truc-là, ou finalement, t'as accepté, t'iras au bout, ça prendra le temps que ça prendra, oui, là, c'est galère, mais finalement, tu le prends avec plutôt du recul? En fait, ça shift un petit peu, c'est-à-dire qu'au début, il y avait vraiment ce côté égotique, tu vois, genre de terminer, quoi. Une fois que t'as fini 25 ultras, ou un peu plus, quoi, t'as moins ce côté égotique de terminer, en l'occurrence, mais t'as plus ce côté... t'as retrouvé cette sensation de fierté, tu sais, d'éteindre la montre, terminer, et de voir apparaître la trace sur Strava et de faire « Oh !» C'était exactement ce que j'avais prévu. Qu'est-ce que tu penses être aujourd'hui tes qualités, tu vois, d'un point de vue mental, physique? Qu'est-ce que tu sais bien faire? Et puis, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles c'est plus difficile? En fait, je pense, le premier, c'est le mental. En vrai, je commence à vraiment bien me connaître dans les efforts longs et tout. Donc ça, pour le coup, c'est le mental avant, bien sûr, le physique, parce que je m'entraîne pas fondamentalement. Je m'entraîne assez pour finir et pas assez pour performer. Et c'est un peu... Enfin, ça sera comme ça, quoi. En l'occurrence... T'es à l'aise avec ça? Ah ouais, je suis à l'aise avec ça. C'est récent. Okay. C'est récent, mais voilà, je suis à l'aise avec ça. Et du coup, je m'entraîne pour être en état de finir dans un état physique acceptable, bien, cool et tout. Et je pense que je réfléchis à l'endroit en fait, même quand je suis un peu diminué physiquement et mentalement avec la fatigue et tout. Et donc ça, pour le coup, c'est le truc qui me permet de bien finir mes ultras et tout. Donc en gros, c'est première qualité. Puis après je pense qu'avec le temps et tout, je commence à être assez résistant, tu vois, genre aux micro-pépins. Enfin, tu vois, genre quand ça fait 10 ans que tu fais ça, t'as eu ton TFL, t'as eu tes machins, t'as eu tes périostites, t'as eu tes... Enfin, tu vois, j'ai tous mes diplômes de bobologie, d'ultra trail, mention très bien, tu vois, genre tous mes ongles sont déjà tombés plusieurs fois. Enfin, tu vois, je suis... T'as une collection apparemment, d'ailleurs. C'est ça, exactement. Tu chez toi, tu les colles. Comme les papillons, tu sais, avec les aiguilles. Avec une petite aiguille très jolie. Une nouvelle passion, pas du tout effrayante pour l'entourage. Il y a un personnage qu'on voit souvent à tes côtés, un partenaire d'aventure régulier, la personne de Alex, casquette verte. C'était comment cette rencontre? C'était à quelle occasion? Et est-ce que tout de suite ça a cliqué, comme on dit? Ouais, de ouf. La rencontre est disponible dans un livre en librairie qui s'appelle On m'appelle casquette verte. Non, mais en vrai, pour le coup, on s'est rencontrés sur les community runs parisiens, quoi, en l'occurrence. Et j'allais dire, je le connais depuis qu'il a 10 000, je le connais pas en années, mais depuis qu'il a genre 2000 followers, tu vois. Donc en gros, il était... Ça vous place une relation, ça. C'est exactement ça. Ça veut dire si c'est long. Et du coup, en fait, le truc, c'est que, ça a tout de suite fonctionné parce qu'il y avait tout de suite ce côté un petit peu envie de... Enfin, moi, je le connaissais plus qu'il me connaissait, évidemment, parce qu'il s'expose plus que moi, je m'exposais, en l'occurrence. Mais j'ai tout de suite vu que c'était un mec cool et que son mindset était sympa, quoi. Et puis après, comme lui, ça a fait écho chez lui et tout, on a commencé à faire des sorties ensemble et tout. Et ça s'est construit vraiment assez lentement, tu vois, genre, parce qu'on est un peu deux autistes, on n'est pas trop des mecs qui s'ouvrent facilement et quoi que ce soit et tout. Donc au début, c'était genre une course de temps en temps et tout.
avec le Covid, j'ai dit allez, vas-y, viens chez moi à Annecy, tu vois. On va aller, je sais pas, d'Annecy à la Clusaz, je crois, un truc comme ça. On était allé faire la Pointe Percée en partant d'Annecy, plus voilà, des trucs comme ça et tout. Puis du coup, au fil de l'eau, on s'est un peu rendu compte que ça marchait aussi et beaucoup sur le temps long. J'avais aussi été faire un ou deux tours de 25 bosses à Fontainebleau avec lui et tout. Enfin, genre, en fait, ça s'est vraiment construit tu vois, petit à petit. Et du coup, enfin, maintenant, on a vécu tellement de tellement de trucs ensemble que forcément, c'est qu'un important pour moi. Tu vas nous raconter là quelques expériences marquantes avec lui. Juste là, aujourd'hui, après plusieurs années à vous pratiquer, qu'est-ce qui vous rapproche et qu'est-ce qui vous distingue? Ce qui nous rapproche, c'est clairement l'envie de découvrir des nouveaux. Enfin, c'est la curiosité et tout. Et enfin, ça paraît ouf parce qu'on passe vraiment des moments quand on part faire des off ensemble et tout, c'est vraiment 30 heures, hein, tu vois, genre à 30 cm, maximum 1 mètre, tu vois, genre quand on va... Tu connais son haleine mieux que personne. C'est ça, plus maintenant, parce qu'il est marié. Mais du coup, non, la question, c'est que pour le coup, on parle un peu de sport, on fait un peu les cancans, les ragots et des trucs comme ça qu'on a vu sur les réseaux et tout, mais genre on peut parler de tout et tout. Je trouve ça super intéressant en fait de pouvoir se raconter, se parler de films des années 80, de jeux vidéo, de trucs qu'on a vus sur Twitch et tout. Enfin, en l'occurrence, il y a ce côté hors course qui est vraiment super important. Et puis ce qui nous rapproche aussi, je pense, c'est qu'on a tous les deux une assez grosse capacité à prendre sur nous dans les moments compliqués. Enfin, pour moi, c'est fondamental en l'occurrence. C'est vraiment très très rare qu'on se plaigne, pour le coup. Alors dans la vie de tous les jours, évidemment, c'est la base. On est français. Ouais. Mais genre quand le Strava tourne, enfin quand la montre est allumée et tout, tu vois, alors se plaindre, ça ne sert à rien, quoi. En l'occurrence, ça n'a pas sa place à ce moment-là. Ça n'a pas sa place à ce moment-là, quoi. Et trouver quelqu'un qui fait écho à ce truc-là, en l'occurrence, pour moi, c'était assez précieux, quoi. Je dis pas que j'ai eu d'autres partenaires de course qui se plaignaient en l'occurrence, mais qu'en l'occurrence, le fait que lui ne se plaigne pas fait que ça marche super bien, quoi, en l'occurrence, et ça m'entraîne aussi, moi, à pas me plaindre. Et tu vois, c'est un cercle vertueux qui fait que même quand c'est vraiment dur, vraiment, vraiment dur, bah, on parle plus parce que là, du coup, on n'a plus tellement envie de rigoler, quoi, en l'occurrence, mais on se plaint pas pour autant, quoi. Et ça, c'est vraiment cool. Après, ce qui nous différencie, c'est, nos choix de vie, on va dire un peu perso et choses comme ça et tout. Moi, c'est que l'aventure, j'aime bien la vivre dans tous les secteurs de ma vie, enfin pas personnellement, mais genre juste sur le professionnel, choses comme ça et tout. J'ai toujours entrepris, j'ai toujours été un indé et tout, quoi. Et du coup, c'est quelque chose que moi j'ai chevillé au corps de prendre des risques un peu de partout et tout, alors que Alex a une vie qui est beaucoup plus, on va dire, je pourrais pas dire traditionnel, c'est moche, tu vois, mais genre en l'occurrence, pour le coup, le trail est vachement plus important pour lui que pour moi. Ouais. Oui, son socle, en fait, tu laisses l'espace après pour aller explorer et puis faire des choses plus folles. Exactement. Mais sachant que cette exploration, il l'a concentrée dans le trail et avec vraiment un succès qui est genre assez incroyable. Incontestablement. Qui est à l'initiative de vos idées là quand vous vous lancez dans des off et dans des défis? Est-ce que c'est souvent lui, souvent toi, un peu des deux? Un peu des deux, en l'occurrence, un peu des deux. Mais en fait, ouais, souvent on lance une idée, il lance une idée. Enfin, quand on court ensemble sur Paris, on lance une idée, on essaye ça ping-pong un peu, ça rebondit. Moi, généralement, après, je vais faire 2-3 petits tests sur Strava Itinerary, ou des trucs dans ce style-là et tout, voir si c'est jouable, voir si c'est faisable et tout. Et donc, du coup, ouais, c'est souvent un travail assez collectif. C'est vraiment important parce que les offs, c'est des trucs qui se rêvent longtemps, en fait. En l'occurrence, ça demande du temps. Pour que ça soit bien, il faut y passer du temps. Il faut que tout soit bien pensé, réfléchi et tout. Et c'est vrai que moi, j'aime vraiment ça, quoi. En l'occurrence, je pense que c'est un truc qui marche aussi bien avec notre duo, c'est que j'aime plus ça que lui. En l'occurrence, mais lui, il aime d'autres choses qui sont importantes pour le trail et tout, quoi. Mais moi, j'aime vraiment ça de préparer. Et du coup, ça fonctionne. C'est pour le plaisir de faire ça ou est-ce que c'est pour une façon de limiter les risques aussi? Les deux. C'est de la prudence? Les deux, c'est de la prudence, c'est une façon de moi d'anticiper les choses et tout. En l'occurrence, il y a toujours, quand je fais une trace et tout, il y a toujours 7-8 alternatives, chemin de repli et choses comme ça et tout. Donc en gros, je suis jamais surpris. Si ça passe pas, on fait le tour et je sais exactement que faire le tour, ça coûte 8 km sur le total, en l'occurrence. Bon, ok, ça va être une petite route communale, goudron, dégueulasse, mais c'est comme ça. Ouais. Donc, tu vois, en fait, c'est plus facile, en fait, d'être dans un moment de renoncement par rapport à une difficulté qu'on est incapable de passer ou qui s'avère être plus compliquée que prévu ou qui est un truc inattendu,
quand tu sais exactement ce à quoi tu t'exposes en prenant le sentier de repli ou choses comme ça et tout, il y a un côté facilitant dans la décision de renoncement qui est super intéressante. Enfin, moi, en tout cas, que j'aime beaucoup. T'es le king de la visualisation à grande échelle. Là, pour le coup, t'as visualisé plein d'alternatives. Plein d'alternatives, je sais exactement où il y a de l'eau, je sais où sont les cimetières, où sont les supérettes, à quelle heure elles ferment, etc., etc. Il y a vraiment énormément de travail. J'ai tendance à dire. Le stock de Haribo et Coca aussi, je crois que c'est assez important. Ça, t'es au courant, tu les as vérifiés avant. Ouais. Parfaitement. Dans les supermarchés, du coup. C'est souvent genre à peu près 1 heure par 10 km de traces. À peu près. Les off, ils ont une place assez centrale dans ta vie. Quelle place tu leur accordes versus les dossards? Est-ce que c'est important là aussi d'avoir les deux, d'équilibrer? Enfin voilà, comment est-ce que tu organises tout ça? Est-ce que tu apportes en soi cette liberté inhérente au off? En fait, les deux sont cool. J'aime vraiment le côté. T'es un peu coucouné quand t'es dans une course, tu prends ton dossard, tu suis les petits rubalises. Enfin là, on va en parler, mais pas forcément. Mais en l'occurrence, ça ce côté. Puis après, t'as des monuments aussi, tu vois. Je veux dire, c'est que je trouve ça assez rigolo de savoir combien tu fais, t'as une cote ITRA, tu vois. Donc tu sais combien tu vaux, par rapport à la version de toi-même d'il y a 1 an, d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans et tout. J'aime beaucoup les dossards pour ça. Et les off pour ce que ça t'apporte de se dire on va passer une nuit dehors et tout ça. À chaque fois, c'est super excitant et tout. Je pourrais pas faire l'un comme l'autre. C'est un peu comme Annecy et Paris, quoi. En vrai, pour le coup, je pourrais pas me passer d'un des deux, quoi. J'aime les deux de pareil, quoi. Après, les off, tu peux pas en faire enfin, tu pourrais en faire autant, mais s'ils sont pas un peu exceptionnels. Toi, genre, on a fait souvent des tours de Paris, ouais, faire 3, 4, 5 tours de Paris et tout, ça serait pas un truc qui me ferait fondamentalement rêver, tu vois. En l'occurrence, faut qu'il y ait quand même un truc un peu exceptionnel. Justement, j'allais te poser la question de ce qui te fait dire que c'est la bonne aventure, le bon off ou que c'est le bon moment. C'est quoi les critères où là tu te dis ok, là ça coche exactement tout ce qui me fait envie et donc oui, il faut le faire. Il faut qu'il y ait une place dans le planning. Généralement, ça se prévoit quand même pas mal à l'avant, en l'occurrence par rapport aux courses qui elles sont pas déplaçables. Il faut que le truc soit drôle. En l'occurrence, faut que ça. Enfin, en gros, faire du sens, ça veut pas forcément dire prise de tête, tristou, machin, etc., etc. Faire du sens, faut que ça fasse rigoler, faut que ça fasse rêver, faut que tu vois. Alors quand on se dit on va faire 5 pays en un run, c'est un peu débile. Enfin, tu vois, je veux dire, ça suffit pour moi à faire du sens. En l'occurrence, je trouve ça très très drôle comme chose. Et pour le coup, après derrière, tu te retrouves au milieu des Ardennes et tu fais en fait, c'était grave cool. C'était pas que genre juste drôle, c'était aussi très cool. Il y a souvent d'ailleurs de la place pour le gaming, le rétro gaming là dans les univers que vous développez sur vos off. Ça c'est un héritage de ton enfance. Est-ce que c'est juste créativement aller chercher autre chose? Ouais, enfin ça c'est vraiment c'est un héritage de mon enfance, c'est quelque chose qui est super important. Je continue de jouer moi en l'occurrence, je reste quand même un gamer. Je suis pas très FPS, Counter Strike, machin, Killcam et tout, mais je suis plus il faut qu'on me raconte des histoires. Moi j'aime beaucoup les jeux à la Zelda, tu veux passer des dizaines, centaines d'heures sur un jeu? Ouais, Final Fantasy, Baldur's Gate dans ma jeunesse et tout ça et tout, mais j'aime vraiment passer du temps dans des univers et moi il faut une épée qui s'enflamme, tu vois, une barre de mana et tout ça, tu vois, ça me plaît ça. Est-ce qu'il y a des limites que tu te fixes? Est-ce qu'il y a des fois où tu t'es dit ok là non, c'est pas ce truc-là, faut pas le faire? Ouais, forcément, il y a toujours un truc. En fait, le truc c'est que si tu sais que tu vas pas y arriver, c'est cool de se dépasser. Mais se dépasser pour se dépasser, faut quand même savoir sa limite. C'est le premier truc que tu fais quand tu traces, et le premier truc que je recommande quand les gens me demandent comment tracer et tout, c'est de savoir sa limite. Faut juste, tu rajoutes peut-être 10%, histoire histoire d'aller chercher, d'aller gratter un peu, quoi, si tu veux, sur ce que tu penses être capable de faire, mais jamais plus. Tu vois, ça serait con de me dire, maintenant, je vais faire un 400 bornes. Ça n'aurait pas de sens, tu vois, ce que je veux dire, en 400 bornes en autonomie n'aurait aucun sens parce que pour l'instant, je commence à peine à valider le 200 bornes. Tu vois, donc c'est pas il faut savoir où est ta hauteur. C'est une question de sécurité, c'est une question aussi de kiff après, tu vois. Enfin moi je prends pas de plaisir à DNF, aucun. T'aimes les off en solitaire ou est-ce que l'idée c'est quand même d'avoir une aventure partagée autant que possible? Je me suis jamais posé la question comme ça parce que pour moi le off c'est un peu long, faut que ça soit vraiment extraordinaire et tout ça et tout, et la nuit tout seul c'est pour moi un red flag de sécurité. En l'occurrence non. Pas un truc, c'est pas un truc qui me plairait en l'occurrence, ou alors dans un endroit trop sécurisé pour que ça soit excitant. Oui, je pourrais passer la nuit si tu me dis oui, on fait des allers-retours sur les quais des Tuileries toute la nuit, tu vois, je veux dire, je pourrais le faire tout seul sans trop de problèmes, quoi. Mais est-ce qu'il y a les Montmartre, ça te tente?
fin décembre et voilà, ça C'est ça. s'appellerait l'UTMM. C'est ça. J'en ai déjà fait pas mal Ouais. des mon marre de solo, mais en vrai, tu vois, pour le coup, pour que le off soit intéressant, il faut qu'il y ait faut qu'il y ait une dimension aventure. Et la dimension aventure nocturne, elle se vit pas en solo pour des raisons de sécurité et tout. Et en fait, en l'occurrence, c'est peut-être une contrainte un peu dimensionnante qui se traduit par un truc super cool. Est-ce que tu peux nous parler de peut-être les un ou deux off qui sont particulièrement emblématiques? Tu as mentionné tout à l'heure l'opération Schengen, là, quand vous avez fait 5 pays avec Alex en Europe, mais il y en a eu plein d'autres. Beaufort Annecy, enfin voilà, Paris-Plage, il y a eu plein d'expériences. Tu l'as accompagné sur la sortie de son bouquin quand il a amené sa première copie à sa maman. Voilà, qu'est-ce qui a été, je sais pas, ceux qui tiennent à cœur, ils sont peut-être pas là-dedans, mais il y a peut-être, je sais pas. Ouais, moi, celui qui m'a le plus marqué, enfin, ceux qui m'ont le plus marqué, en l'occurrence, j'aime bien, parce qu'en fait, on a deux types de off. On a un peu les hivernaux, où on va être un peu à plat, parce que la montagne, elle est fermée, il y a que des gens qui font du ski. Et quand la montagne, elle ouvre, tu vois, hors de question de s'en priver, quoi. Ouais. Exactement. Donc, dans les hivernales, j'avoue que le Paris-Plage, c'était quand même un vrai truc. Parce que ça faisait un moment qu'on se disait qu'on pourrait quand même aller à Honfleur à pied, ça serait vraiment cool. On part de Montmartre et tout. Et on va jusqu'à Honfleur, ça serait vraiment incroyable. Et donc, du coup, celle-ci, on l'a vraiment pas mal rêvé. Et quand on l'a faite, c'était vraiment bien. Surtout qu'en plus, on l'a raté la première fois à cause de blessures. Et donc, le retour a été chaotique. Mais il faisait autant partie de l'aventure que la partie à pied, en l'occurrence. C'est ça qui est génial. Et du coup, quand on l'a réussi, c'est symptomatique, en fait, des off comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, t'es hyper excité avant, hyper excité pendant, jusqu'à ce que vraiment tes énergies t'abandonnent et tout. Et en fait, ce que tu rêves, ce que tu projetais être la ligne d'arrivée, tu sais, genre ce côté un petit peu feu d'artifice, machin, on va se prendre une bouteille de blanc et des huîtres, ça va être incroyable et tout. On était assis, on se regarde et puis on dit bah on va à la gare. C'est genre on était trop crevés pour pas en profiter. La bouteille de blanc et les huîtres. Ça n'a pas du tout été au truc. Et tu vois, genre, et après on était trop contents une fois qu'on a eu dormi, une fois qu'on a eu un peu récupéré et tout, on était incroyablement contents d'avoir fait, quoi. Mais genre sur le moment, le passage de la ligne d'arrivée a été vraiment ça rend pas la folie, quoi. En plus, c'est une ville très touristique. Il y avait plein de gens qui étaient là pour passer l'après-midi là-bas, quoi. Et nous, on était rincés, on puait. C'était incroyable. C'était grave cool. C'était très cool. Est-ce qu'il y en a un que tu as regretté de ne pas avoir fait, un off, qui a pu être un projet ou qui s'est fait sans toi et qui, au final, tu t'es dit, ah, j'aurais bien aimé? Pas encore. Pas encore de regrets par rapport à ça, quoi. Moi, en fait, je fais toujours ceux qui m'intéressent, je les fais, en l'occurrence. Ça va peut-être venir, hein, pour le coup, parce que on peut pas toujours tout faire, quoi. Mais pour l'instant, ceux que je voulais faire, je les ai faits. Tu vois, pareil, quand Alex m'a dit, je vais faire 300 km pour le livre, j'avais pas 300 km dans les jambes. Clairement pas, tu vois. Puis je voulais pas être tu sais, j'avais déjà été un peu 2-3 fois le boulet sur des fins de off. Pas dramatique, quoi, si tu veux, quoi. Mais je savais que globalement, si je sortais de ma zone, ça allait être un peu compliqué, tout le bazar et tout, et ça m'intéressait pas. Donc du coup, j'ai dit, bah, je fais de là à là, quoi. En l'occurrence, je t'aide dans la nuit, parce que c'est un truc que j'aime bien, quoi. Je t'aide sur les parties où je peux t'aider, quoi. Mais pour le coup, non, je regrette pas, tu vois, de pas avoir fait le truc de Mayenne à Paris en intégralité, parce que j'avais pas 300 bandes dans les jambes, clairement pas. C'est bien d'être lucide et de le savoir avant, tu vois, de pas y aller tête baissée. Ouais, parce qu'en vrai, en plus, ça te génère un peu de la, tu vois, franchement, une bonne estime de soi et tout ça, de se voir trop beau et de se rater, c'est pas très agréable. J'ai une dernière question pour toi dans cette première partie, Loïc. Sur ta partie plus préparation, je sais pas si c'est un mot que tu bannis comme Alex, mais justement, regarde de ton taf et de la liberté d'organisation que ça peut te laisser. Comment tu structures un peu tes semaines? À quel moment t'aimes bien aller courir? Est-ce que tu croises? Comment ça se passe quand t'as des pics, tu vois, de préparation, etc. Comment est-ce que tu organises tout ça? Je vais pas te faire je m'entraîne pas, je cours, mais un peu pas loin quand même, en vrai. C'est pour le coup, en l'occurrence, un très bon ami, Alex, qui me disait, qui m'a toujours dit, quand je lui ai demandé au début quelques conseils, quand il a commencé à performer, il m'a dit cours plus. Et en vrai, je crois que c'est le seul conseil que j'ai appliqué. Et donc du coup, en vrai, je sais que c'est qu'une notion de quantité d'entraînement, en fait, pour moi. Je sais pas, les Américains, ils appellent ça time on fit. Mais j'écoute des podcasts quand même. Je suis pas non plus un mec qui est récalcitrant à toute la logique là. C'est de moins en moins c'est de moins en moins facile de trouver des podcasts d'entraînement, ou en tout cas qui parlent de la partie entraînement intéressant, parce que ça tourne un peu en rond, quoi, en l'occurrence. Mais genre, il y avait Science of Ultra à un moment que j'ai beaucoup poncé, qui était un podcast américain, où vraiment ils avaient vraiment ce côté
préparation pour les 100 miles. Et du coup, qui était basé sur, il faut faire du volume, quoi. Il faut passer du temps dans les baskets. Donc, je monitore un peu souvent le nombre d'heures que je suis capable de mettre dans une semaine. Donc après, je trouve dans les trous de mon emploi du temps, du moment pour y aller et tout. Mais en vrai, du coup, le truc, c'est que si je cours pas pendant plusieurs jours, je deviens assez pénible. Donc, il faut vraiment que j'y aille, quoi. Donc, en vrai, c'est devenu un mode de vie plus que vraiment une notion d'entraînement. On reviendra peut-être, mais genre juste là, si j'ai la Western State, c'est probablement une des rares échéances que je prépare depuis 10 ans, tu vois, genre pour lesquelles je serais prêt à vraiment faire un sacrifice de plan d'entraînement, tu vois, genre le mot est lâché. Mais il l'a fait. Mais parce que tu vois, genre dans les rêves rangés dans un coin de ma tête, il y a d'arriver sur le tartan d'Auburn en sub 20, tu vois, c'est quelque chose qui, tu vois, que je rêve dans ma tête depuis trop longtemps pour pouvoir ne pas passer à côté, quoi, tu vois. Donc en gros, là, je serais peut-être prêt à faire un petit effort en l'occurrence. Mais ouais, sinon dans l'entraînement, j'aime bien juste mettre des heures d'entraînement. Souvent quand je sens que je suis nul en montée, je vais faire du Montmartre ou à Annecy du Semnos, quoi. Quand je sens que, tu vois, genre descendre sous les 5-0 au kill, tu vois, ça devient un peu poussif. Je vais essayer de me faire quelques sorties un peu accélérées, tu vois, pour pouvoir retrouver un peu de vitesse et tout. Mais c'est plus au ressenti, parce que de toute façon, les sorties type, tout le monde les connaît, elles sont partout disponibles en ligne, etc. C'est juste ta capacité à adapter ta vie autour de ça, quoi. T'as été épargné par la blessure, là, globalement? Non, comme tout le monde. Enfin, tu vois, genre, en vrai, j'ai une chondropathie au genou qui est assez sévère, et du coup, c'est un manque de cartilage à un endroit et tout, qui m'a bien mis sur le flanc. J'ai eu des périostites, mais qui maintenant agissent comme un... Tu sais, c'est un petit tableau, c'est un petit warning sur le tableau de bord, tu sais, genre quand elle commence à clignoter, tu sais que t'es en surentraînement, donc il faut lever un peu la patte et puis aller faire un peu de muscu ou des trucs comme ça et tout. Je me suis cassé le pied, une fracture de fatigue en début d'année, en l'occurrence. Donc en fait, non, j'ai toujours eu mon petit lot de trucs, rien de super grave. Franchement, j'ai eu de la chance, j'ai rien eu de super grave. J'ai juste eu des blessures, des tendinites, des machins, des trucs comme ça et tout. Enfin, c'est genre juste le lot de tout à chacun. Je me suis mis des boîtes, je me suis cassé des côtes. Enfin, tu vois, tu peux pas passer autant de temps dehors sans avoir un petit peu de bobologie, quoi, on va dire. Merci beaucoup, Loïc. On va passer maintenant à notre rubrique du questionnaire de Proust. J'ai 3 questions pour toi. La première d'entre elles, la plus grande peur que tu as surmontée. Et qu'est-ce que t'en as tiré? La plus grande peur que j'ai surmontée, c'était il y a 20 ans quand j'ai quitté les Aravis pour venir habiter dans le 4e arrondissement de Paris. Ça, c'est l'aventure. Et voilà, ce que j'avais tiré, c'est que l'aventure est partout, en l'occurrence, en vrai, clairement. Et c'est souvent plus hostile en ville. Mais non, c'est de se remettre en question, c'est de renverser la table, c'est de prendre un risque. Pourquoi? Pour des études, pour une copine? Du taf, en l'occurrence. Okay, pour le taf, fin de mes études, il fallait que j'aille m'installer quelque part pour vivre et tout ça, quoi. Et quand t'as jamais été citadin de ta vie, ça clash. Ça pique. Qu'est-ce qui t'a surpris le plus dans la personne que tu es devenue? De pas encore avoir eu de calvitie sévère? Non, je déconne. Non, c'est toujours garder de la curiosité, de l'enthousiasme pour les choses. Je suis grave content de retarder le plus longtemps possible le fait de devenir un vieux con. Et la pratique du sport, peut-être si je prenais le Loïc de 10 ans, là, je lui expliquais qu'il bouffait des centaines de kilomètres, ça lui ferait peut-être tout drôle, non? Non, il aurait dit oui. Il aurait dit c'est possible. Ouais, il aurait dit c'est possible en l'occurrence, parce que c'est tellement absurde. Enfin, tu vois, genre en l'occurrence, moi je suis né dans les années 80 et tout le bazar et tout. Genre, du coup, c'était tellement quelque chose qui n'existait pas. UTMB n'existait pas. La seule course qui existait, ça devait être la Western State à l'époque où j'avais 10 ans, quoi. Tu vois, donc c'est quelque chose qui est tellement fou que tu vois. Oui. Puis il n'y avait pas de relation. Enfin, en tout cas. Dans la pratique que tu en as aujourd'hui, pas de compétition en soi, donc c'est assez cohérent aussi. C'était juste du dépassement personnel et pas tellement un truc de se confronter. De se confronter au truc et tout. Après, j'aime bien la compète, hein, pour le coup, sans faire de digression trop longue, mais en l'occurrence, c'est quelque chose que j'aime, tu vois. Genre, je trouve ça incroyable, tu vois. Alors, quand t'es en course et tout, 4h du matin, tu vois une frontale, tu passes en mode animal, quoi, en l'occurrence. Puis quand tu te rapproches, tu te rends compte, c'est juste un bénévole qui fait la circule et en fait, tu fais, bon, c'est pour ça qu'il avançait pas. Cet instinct de prédateur, en fait, il est pas vraiment très aiguisé, tu vois. Mais en vrai, j'aime dépasser des gens quand je suis en course, j'aime ce côté-là. Enfin, sinon, je prendrais pas de dossard s'il y avait pas ce côté compétition. C'est une quête secondaire. La quête principale, c'est être finisher, vivre des belles aventures, mais la quête secondaire, c'est quand même d'aller chercher la petite frontale qu'il y a devant, en l'occurrence, même si c'est un bénévole. Dernière question, l'adjectif c'est peut-être un peu fort, mais délibérément. Dans quel domaine est-ce que tu acceptes d'être médiocre? Et pourquoi? Il y a des terrains dans lesquels ça te pose pas de problème? L'ultra trail. Mais pour être, je vois trop de manière assez fréquente
ce que nécessite le haut niveau, tu vois, genre ce qu'il faut pour pouvoir performer et être très fort, tu vois, en l'occurrence. Et qu'en l'occurrence, comme on disait tout à l'heure, j'ai accepté le fait de dire que maintenant je suis un bon finisher, que je m'entraîne pour finir dans le premier quart des courses. Alors c'est pas être médiocre que finir dans le premier quart des courses, mais en l'occurrence, je sais, tu vois, genre que c'est ma limite et que j'aime trop de trucs dans la vie pour pouvoir supprimer d'autres choses de ma vie au profit de la course. Et il y a d'autres trucs dans la vie où t'es nul? Ouais, trop. La liste est trop longue, on n'a pas assez de temps, quoi, en l'occurrence. Merci beaucoup, Loïc. On va parler maintenant de ta course épique, direction l'Irlande pour le Kerryway Ultra. J'en plante le décor rapidement. Donc, c'est bien plus qu'une course, c'est un mythe. Plusieurs formats, en tout cas le 58, le 100 km et puis bien sûr le 120 miles. Donc, grosso modo, autour de 190 bornes, 190 et 200. Voilà, qui peut aussi se faire en relais. Il y a même une course pour enfants. Voilà, c'est une épreuve avec 5000 mètres de dénivelé positif au cœur d'une Irlande sauvage et authentique. Tu vas nous en parler. Il faut faire confiance à son sens de l'orientation parce que sur le balisage, c'est quand même plutôt light. C'est l'idée, il n'y en a pas, en gros. C'est à la débrouille. Les ravitaillements sont spartiates. Ça aussi, tu vas nous raconter cette expérience-là. On parle d'une centaine de participants, une grosse centaine de participants et un taux d'abandon qui est relativement élevé. En général, ça tourne autour de 50%. Je crois que vous étiez 72 cette année à finir et un peu plus de 60 l'année dernière. Et puis évidemment, quand on va en Irlande, on achète aussi la météo irlandaise avec la boue, les marécages inévitables. Et puis aussi sur le parcours des escabeaux, tu vas pouvoir avoir l'occasion de nous parler. Mais donc voilà, c'est une course qui fait travailler les jambes, mais pas que, évidemment, le mental comme tout bon ultra. Donc voilà, je suis très content de faire en tout cas cette petite exploration de ce qui nous attend du côté de l'Irlande. Cette période automnale, c'est toujours intéressant. C'est une course que tu as courue début septembre. Alors avant qu'on se plonge vraiment dans cette course épique, c'est le moment de la question qui pique. Donc là, on y allait encore pied au plancher pour faire un truc tiré par les cheveux. Donc c'est le Kerryway Ultra dont on va parler. Donc on va parler aujourd'hui dans cette question qui pique plutôt de fromage et donc de Kerry. Tu vois, Kerryway. Voilà, on est dans ce truc. Il y avait des trucs, tu vois, Kerry James. Il y a plein de trucs à faire. Possible, mais c'est tombé sur Kerry, pas de chance. Alors, c'est un vrai faux. Voilà, une chance sur deux, 3 questions. Au Japon, le Kerry est vendu comme un fromage pour adultes et les pubs le montrent souvent dégusté avec du vin ou un accompagnement chic. Tu vois, c'est un peu comme des Mon Chéri, j'ai l'impression. Et donc, le groupe Bell a même développé des saveurs exclusives pour le marché japonais, le thé matcha, la vanille ou la myrtille. Ça te semble vrai ou pas, toi qui connais le Japon? C'est vrai. C'est sûr que c'est vrai. Ouais, bravo. Félicitations, pas d'hésitation. Et ça a payé. Il se vend plus de Kerry que de vaches Kerry en France chaque année. C'est vrai aussi. C'est faux. Ouais, c'était 660 millions. Non, pardon. Ouais, c'est 660 millions de portions de vaches Kerry consommées chaque année en France. Et alors, on n'a pas le chiffre sur le Kerry, mais c'est plutôt le 10e fromage français. Les parts de marché ne sont pas comparables apparemment à ce qui est la vache Kerry aujourd'hui, qui est très très haut. 1 sur 2, attention, c'est là que ça se joue. Ouais. Et ça va être très difficile, tu vois. Personne ne le sait, mais Kylian Jornet est un grand fan de fromage. Et donc, à ses débuts, il aurait exigé qu'on l'appelle pas Kiki, mais Kerry. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça, c'est faux. Ouais, ça, c'est faux. Ça, c'est faux. J'ai une petite intuition comme ça. Je crois qu'on a affaire à la crème de la crème. Bravo, on peut compter sur toi. Félicitations, mon cher Loïc. On va plonger maintenant dans ta course épique. Donc, direction l'Irlande. Est-ce que tu te souviens du moment où tu as entendu parler de ce Kerryway pour la première fois? Ouais, bien sûr. En fait, en l'occurrence, moi, en rembobine, moi, j'ai un projet, c'est d'avoir tous les artefacts du trail. En l'occurrence, t'as déjà dû entendre cette phrase quelque part, en l'occurrence, mais pour le coup, c'est que il y a une liste de trucs que je veux finir, tu vois, comme un jeu vidéo, tu sais, où t'as besoin de récupérer toutes les quêtes, tu vois, en l'occurrence, et la Western State en fait partie. Et figure-toi, petite anecdote, que je suis le Français avec le plus de billets dans le... T'en as combien? 512? Non, tu m'as pas dit un truc comme ça? Non, 128. 128 ou 256, je sais plus, mais en l'occurrence... C'est x2 chaque année. Hein. C'est ça. Et du coup, donc, je suis à ma 8e année. Et c'est la bonne. C'est la bonne. Et donc, du coup, il me faut une course, il me faut un qualifier, tu vois, en l'occurrence. Et donc, c'est pareil pour la Hard Rock, mais alors la Hard Rock, les qualifiers, je te laisse pas, la liste est infernale, en l'occurrence. Et je voulais trouver un qualifier parce que j'avais rien cette année qui qualifiait. En France, c'est compliqué, tu sais, c'est que des courses où les dossards partent en 20 minutes, etc., etc. Donc, il me restait quelques petits trucs parce que la liste, quand même, de la Western State est plus sympa que l'autre. Donc, je la descendais un peu dans tous les sens, regarder ce qui se matchait mon emploi du temps perso, mes envies, et en l'occurrence, un peu... à la fin, ça se limitait un petit peu à Nice, by UTMB, et le Kerryway, en l'occurrence, ou un autre truc. Et du coup, en gros, j'ai opté pour le Kerryway déjà parce que c'était moins cher que d'aller à Nice. Et, et que il y avait un petit côté mystique qui m'intéressait bien. J'ai une copine qui bosse chez Simal, j'ai demandé si je pouvais avoir un dossard, elle m'a dit oui, ça j'ai eu la chance, en l'occurrence.
Et du coup, en l'occurrence, quand je me suis dit, tiens, c'est intéressant, c'est jamais entendu parler, tout ça, j'ai commencé à creuser le truc, j'ai vu que le site était genre particulièrement à l'ancienne, une belle petite page HTML avec des quantités de texte beaucoup trop longues pour pouvoir être fait par quelqu'un qui connaît quelque chose au marketing. Et ça m'a tout de suite... ça t'a parlé. Ouais, de ouf, tout de suite. Et donc du coup, après, plus j'ai creusé un peu le sujet et plus je me suis dit, tiens, là, il y a un truc qui pourrait me plaire et tout, parce que j'avais déjà eu... la première année où on fait le Coolamamen avec Alex, c'était pas encore, enfin c'était plus ou moins by UTMB, mais il y avait pas encore ce côté, tu sais, genre Ironman, clac clac, tout le monde a les mêmes ravitaux et tout le monde a la même charte graphique et tout. C'était quand même encore un peu le Koola à l'ancienne. Et le Koola à l'ancienne, c'était les gars, vous allez suivre les petits carreaux de ciment scellés dans les rochers orange. C'est un petit carreau orange de 4 cm de côté. Et ça sera le balisage. Faites bien attention à l'entrée et à la sortie des villes parce que c'est pas évident à choper, tu vois. Et du coup, ça m'avait plu. Tu vois, genre ça m'avait plu parce que navigation à la montre qui rappelle le off, tu vois, genre quelque chose en plus que j'aime bien parce que du coup ça met ton esprit en alerte, tu vois, genre t'es vraiment dans le truc, quoi. T'es sur ta montre, tu peux chaque croisement, tu peux te tromper en l'occurrence et tout. Et je trouve que ça moi ça me plaît bien. Ça m'avait vachement plu sur la VVX Ultra qu'on avait fait avec Alexandre au mois de mai. Bornes, c'est ça. Un peu plus. 224 ouais, un truc comme ça. Mais à partir de 200 on compte plus. Mais du coup j'avais vraiment bien kiffé la navigation à la montre. Je trouvais ça très très cool. Donc du coup là quand j'ai vu que c'était pas balisé, tu vois, pour moi c'est un petit plus. Et du coup je me suis dit tiens vas-y c'est bon, ça tombe bien. T'es en fin d'été, t'es en forme. Ça valide la Western State pour l'année prochaine. Il faut juste finir, c'est ça, pour que ça valide. Pas de sujet de place. Non, les sujets de temps, c'est pour les petites courses. C'est pour les courses qui font pas la distance de la Western. Dans quel état d'esprit et disposition physique t'arrives là-bas? Est-ce que t'es dans la meilleure disposition? Tout s'est bien passé? Oui, en l'occurrence, je suis dans la meilleure disposition. Alors, tu vois, elle fait pas partie, tu vois, genre des courses où t'es en mode, tu vois, c'est pas la Western State ou la Rock, tu vois ce que je veux dire. Enfin, pour le coup, c'est les deux dernières, on va dire. Non, il y en a quand même encore une dizaine, tu vois, dans ma bucket list, tu vois, qu'il faut cocher, que ce soit l'Afrique du Sud, que ce soit un truc comme ça et tout. Donc, elle fait pas partie de la bucket list. Faut la finir. Après, je vois que, tu vois, c'est pas des temps phénoménaux sur les 2 dernières années. Ça se termine, la gagne. 22-30, c'est ça, l'année dernière? Non, cette année, c'est 22h30. Oui, c'était 24h l'année dernière. C'était 24h30 l'année passée, tu vois, donc 24h des bananes. Et du coup, en l'occurrence, je me dis, tiens, tu vois, c'est un Nitra à 680, pourquoi pas, tu vois, genre t'es en forme, machin et tout, donc je commence un peu à me monter le bourrichon pour rien. Et tu vas nous raconter, confronté à la réalité, entre la stratégie et la veille dans la chambre et les premiers kilomètres. Exactement. Donc, mais j'arrive en forme et super content et avec, tu vois, ce petit truc en l'occurrence d'envie dans des coudes, quoi, d'aller devant. Tu viens pas seul d'ailleurs? T'es avec Valérie, ta compagne? Je suis avec ma compagne en l'occurrence qui m'accompagne et c'est trop cool, quoi. Pour le coup, on a voulu un peu en profiter pour découvrir l'Irlande et tout. C'est sympa et tout, quoi. Donc non, ça c'était un grand plus. C'était un grand plus pour moi. Donc non, pour le coup, ces choses se mettent bien en place. C'est très cool, quoi. Valérie, elle est là en plus, ça me permet quand même d'avoir un filet de sécurité pour s'il m'arrive quoi que ce soit et tout. Donc en gros, c'est encore. En admettant que tu fasses des erreurs de nutrition ou ce genre de choses, exactement. Elle pourrait être là si ça arrivait. Par exemple, si ça arrivait, j'aurais un backup, j'aurais un filet de backup, quoi. Question, là, c'est une course de début septembre qui me vient à l'esprit. Moi, je sais que c'est compliqué pour moi, par exemple, de m'entraîner juillet-août. Tu vois, c'est les vacances où c'est quand même un peu plus relax, t'as envie de prendre ça un peu plus cool. Est-ce que une course qui est positionnée là, comme peut l'être l'UTMB, Fort-Août ou l'échappée belle ou ce genre de course, est-ce que c'est pour toi un challenge particulier ou t'as pas de problème en termes de discipline et d'envie d'aller sortir, etc. On parle pas de préparation, mais en tout cas en tout cas maintenir le rythme quand il y a plein d'autres choses qui viennent se confronter à ça. Un petit peu, ouais, mais en fait, le truc, c'est que c'est clairement pas les 6 dernières semaines qui font ta préparation à un ultra. En fait, trop tard. c'est les 150 précédentes, en fait, qui font ta préparation à un ultra, en l'occurrence. Donc, non, je suis pas, moi, je m'arrête jamais vraiment de courir, faire des breaks, je trouve ça insupportable et tout. Et pareil, c'est vrai que oui, effectivement, quand c'est la canicule, que c'est un peu plus dur, t'as du mal à sortir parce que franchement, c'est pas évident. T'as plus de sollicitations l'été, en l'occurrence, mais en même temps, il fait nuit plus tard, donc des fois, c'est aussi plus facile de sortir à 20h, 21h quand t'as tout fini ce que tu as à faire dans la journée et tout. Enfin, les journées, j'ai l'impression qu'elles sont plus grandes. Donc, c'est plus facile de coller des entraînements aussi. Donc, non, ça m'a jamais vraiment posé de problème et tout. C'est pas le souci. En plus, ça fait plein de dénivelé parce que la montagne est ouverte et tout. Donc, non, c'est cool. C'est quoi le facteur X là sur la course qui peut la faire basculer du rêve au cauchemar ou inversement? Qu'est-ce qui peut faire que sur le papier, le truc t'échappe ou au contraire, que ce soit une bonne journée? Maintenant que je connais la course ou avant que je connaisse la course?
Ouais, les deux peut-être, je sais pas. Alors, avant que je connaisse la course, c'est la météo. Et après que je connaisse la course, c'est clairement on va dire tout ce qui est orga logistique qui est ultra minimaliste, qui me plaît énormément, mais du coup qui ne fait aucune erreur, qui ne tolère aucune erreur sur, comme on va en parler, de la nutrition, qui tolère aucune erreur sur la navigation, qui tolère aucune erreur sur... en l'occurrence, si tu veux finir, c'est pas un problème, ce genre de truc, mais si tu veux performer, sans équipe, en l'occurrence, parce que Valérie est là pour m'aider, mais en l'occurrence, ça reste quand même très sauvage, et donc du coup, la route de nuit, les machins, toutes les bidules, c'est pas trop un truc qui est... C'est pas facile, quoi, en l'occurrence, donc non, pour le coup... sans les mecs qui étaient devant moi, ils avaient une équipe absolument plusieurs équipes d'ailleurs justement pour être là à tous les ravitaux et tout, donc c'était très différent. Du coup ça j'avais pas anticipé, c'était un facteur X important. On est le 5 septembre, ça y est, c'est le grand jour. Quel genre de personne t'es là dans un sas de départ? C'est tu trépignes, tu stresses, quelles sont en fait sensations? Quand t'es à ce moment-là, en l'occurrence, ça y est que t'as passé la dernière nuit, etc., que t'as pas raté le réveil et tout ça et tout, là tu trépignes, ouais, t'as envie d'y aller. Pour le coup, il y a que ça qui compte, quoi, en l'occurrence, parce que tu sais que ça va être compliqué, tu sais que tu vas avoir mal, donc si t'as pas un minimum d'enthousiasme au démarrage, compliqué d'aller jusqu'au bout, quoi, en l'occurrence. Donc non, là t'es trop content, en plus t'arrives là sur cette espèce de champ de course, hein, le départ et l'arrivée sont donnés sur un champ de course avec un green parfait, en l'occurrence, comme ça et tout, donc non, c'est cool. Le billard. Donc là, on a compris, t'as un peu regardé de près quand même comment se jouait la victoire autour de cette course, enfin, en tout cas devant, donc au résultat t'as fait un début de course assez offensif. Ouais. On peut dire peut-être un tout petit peu trop. Tu t'es fait rattraper par la patrouille assez vite. T'es parti trop fort. Je sais pas si je suis parti trop fort en l'occurrence, parce que le truc c'est que t'as pas les temps de passage des années précédentes. T'as genre juste les temps qu'ils ont fait au global sur le site de l'ITRA et puis that's it, quoi, tu vois, pour le coup. Donc en gros je sais pas si mon premier passage au ravitaillement c'est un passage canon ou si c'est un passage normal, ou on le saura jamais en fait, en l'occurrence. Donc du coup en tout cas tu joues tout devant. Ouais, je joue tout devant parce que c'est ce qu'on avait discuté avec Alex, en l'occurrence, que c'était bien de voir ce qu'il y avait, de regarder si les gens allaient suivre, etc., etc. Ouais, j'ai pas été déçu du voyage, quoi. C'est vrai que au 12-13e, il y a le mec qui gagne, qui me rattrape, je le vois arriver avec un petit sac de 5 litres, un débardeur short fendu et tout. Là, je comprends qu'on n'est pas du tout dans la même catégorie, en l'occurrence. Soit il est beaucoup trop enthousiaste, soit il est beaucoup trop fort. Spoiler alert, il était plus fort que moi. Et après je colle un petit peu avec une équipe de 3-4 gars derrière, quoi, autour de lui. Il est parti, c'était fini, on a discuté de 2-3 bornes ensemble, en l'occurrence. J'avais compris qu'il avait fait 2 recos, que globalement il avait une grosse équipe et tout le bazar, et qu'il était pas là pour acheter du terrain. Ouais. Donc là, ouais, tu continues, tu fais un petit sujet nutrition assez rapidement. Assez rapidement, ouais, genre après vers le 20-30e et tout, moi je me suis un peu pris pour Caleb, tu vois, genre sur la Western State, je me dis bon, Loïc, d'habitude j'ai plutôt tendance à être pas trop un mec qui mange pas trop, genre pas assez, quoi, en l'occurrence. Je suis pas en lutte contre l'hypo, mais genre juste j'ai bien compris avec, tu sais, quand tu regardes un peu les podcasts, les trucs et tout le bazar, que maintenant c'est la mode de manger comme un petit cochon toute la course pour essayer de performer, en l'occurrence. Et je vais essayer. C'est aussi ça que j'aime bien faire, tu vois. C'est pour ça que j'ai pas trop un esprit de compétition. C'est aussi parce que j'aime bien faire des tests et des trucs comme ça, regarder ce qui se passe et tout, quoi. Note à moi-même, tester ce genre de trucs quand il y a des ravitaillements, parce que sans ravitaillement, tester ton plan de nutrition n'était pas une idée phénoménale. Là, je mets de la boisson dans mes 2 flasques, je prends un gel ou 2 par heure, plus une compote salée, tout ça et tout. Ouais, j'y vais, je suis genre bien déter sur la quantité de nourriture en tout cas de calories que j'ingère, et genre à la première montée où j'étais clairement sur régime tout le début, quoi. Bah là c'est plus souci gastrique. Petite palpitation, sueur froide et puis vomi, quoi, normal, quoi. Le geyser. Le geyser, quoi. Mais le truc en plus inarrêtable, impossible, quoi, tu vois, c'est le genre de truc. Et là c'est cool, c'est que tu sais, c'est genre si t'as pas fait toutes tes ultras avant, c'est pas la première fois que ça m'arrive pas régulièrement, mais ça m'a pas la première fois que ça m'arrive. Ça te fait pas sortir de ta course, ouais, t'arrives à garder le contrôle. Voilà. Toi, genre, je sais très bien, par contre, je sais que pour me faire redémarrer, le truc qui marche super bien, c'est d'attendre le ravitaillement d'après, de me prendre un petit truc chaud, tu sais, ça réchauffe ton bol gastrique et puis ça passe et tout. Là, le ravitaillement d'après, c'était genre 2 sacs et une citerne d'eau sur un parking. Globalement, il allait falloir faire 100. Du coup, ça a mis plus de temps à revenir. J'ai revomi une deuxième fois. J'ai été vraiment du 30 au 60e. J'étais vraiment un peu dans le seau, quoi, en l'occurrence, parce que
parce que du coup tu te rends compte que tu fermes, t'essaies de boire un petit peu d'eau fraîche, claire et tout le bazar, et t'essaies un peu de fermer tes prises alimentaires pour essayer de stabiliser un peu ce qui se passe dans ton ventre et tout, ce qui du coup n'est pas recommandé pour courir à 12 km/h dans les montagnes, quoi. Et arrive le fameux ravitaillement où je mets un petit coup de fil à ma compagne pour lui dire il faut que je bascule sur un plan de ravitaillement de nutrition que je connais, que je maîtrise, qui est absolument pas efficace, mais qui a le bon goût, confort, qu'on appellera le plan Nutri-Score F, et à base de Haribo et de Coca. À base de Haribo et de Coca, je sais que je vais vivre des Space Mountain de la glycémie pendant les 20 prochaines heures. Ça va pas du tout être très agréable parce que ça va monter, descendre, etc. Mais qu'au moins ça sortira pas. C'est à ce prix-là de fermer les écoutilles. Du coup, j'arrive sur le ravitaillement du 50e, qui est une sorte de station-service, mais là, c'est un peu dégoûtant sur les images, mais c'est la seule station-service à peut-être 100 km à la ronde. Donc, c'est vraiment le seul endroit où ils ont pu se poser sur un parking. Et là, je récupère du Haribo, je prends 1 millilitre de Coca dans le gosier, et là, de suite, tu vois, je sens ça va mieux. Est-ce que tu peux nous parler un peu des paysages, à nous projeter sur ce que tu vois? Est-ce que c'est à hauteur de ce que tu imagines? Est-ce que tu as le moment, enfin, t'as le temps un peu pour t'extasier aussi, de te dire, c'est cool d'être là? Ouais. Ah ouais, toujours, c'est toujours trop beau et tout. T'as envie de hurler pour le Rohan, tu vois, genre, quand t'es dans ces espèces de grandes plaines. Je l'ai probablement fait 1 ou 2 fois parce que ça me fait vraiment rire. Et c'est vrai que c'est un peu le Seigneur des Anneaux, c'est un peu tous ces mythes un peu de medieval fantasy et tout ça. Et du coup, c'est vraiment c'est très très cool, quoi. C'est vide, très vide, très 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 vide. Et ça, c'est vraiment agréable. En l'occurrence, c'est un premier lac où tu tournes, et après, tous les sommets, ils font à peu près 300 de dénive max, en l'occurrence. Donc, en gros, et il y en a beaucoup. Ça me fait penser, même si c'est pas tout à fait les mêmes comment ça s'appelle, paysages, mais ça me fait penser à une course qui s'appelle Unmilac, qui est dans le Pays Basque, où là, pareil, t'as 12 petits sommets qu'il faut s'enchaîner, tu vois, pour faire 10 000 mètres de dénivelé en 160, et qui est une course qui qualifie pour la hard rock, alors que personne la connaît. C'est quand? 14 autour du mi-juillet. Ok, je connais pas. Elle est pas du tout connue, elle est super cool. Après, c'est des tout petits sommets et tout le bazar. Je pense pas que ça passe près de Zegama, qui lui est plus connu en l'occurrence, quoi. Et du coup, en l'occurrence, c'est intéressant. Et j'ai retrouvé un peu ces genres de paysages, tu sais, avec très peu d'arbres. Je pense dû au fait qu'il y a des tempêtes tout le temps. Et pas mal qui pleuvent 230 jours par an. C'est ça, en l'occurrence. Et du coup, c'est vrai que toute la première partie, on est un petit peu dans l'intérieur des terres. Et puis après, vers le 50e, 60e, on commence, si tu veux, à attaquer le tour de la presqu'île du Kerry, en l'occurrence. Et là, il y a des vues sur la mer qui sont super cool, quoi. Ça, c'est pareil, c'est le même truc que le Kula-Mamen. Pour moi, qui suis un petit gars des montagnes, là, il y a un petit côté dépaysement qui est super sympa, tu vois. Genre, moi, j'aime beaucoup, quoi. En plus, tu cours parce que c'est courable. Il y a les marécages, mais ça reste quand même, dès que c'est sec, c'est courable, quoi. Il y a un petit objet insolite qui doit être rigolo, je pense, au début sur la course, ces petits escabeaux pour traverser les parcs à moutons. Donc, au début, c'est drôle. Au début, c'est drôle. À partir de combienième, c'est devenu relou? Il y en a eu à peu près 200, c'est ça? Il y en a 210, je crois, qui sont recensés sur la page Wikipédia du Kerry Way. Donc, j'ai dû en passer un bon 200, quoi, en l'occurrence. On connaissait déjà ça parce que, pareil, c'est probablement un truc d'éleveur mouton. Parce qu'il y en a beaucoup au Kula-Mamen, des trucs comme ça. Mais quand je dis beaucoup, c'est une vingtaine au Kula-Mamen. Là, on a mis un petit 0 en plus, quoi. Et ça. Ouais, en vrai, au bout du 50e, ça commence à être pénible, et au 150e, ça devient tout simplement insupportable. C'est genre, c'est comme un petit escabeau qui est par-dessus le parc à vaches pour éviter que les gens ouvrent et ferment le fil et ne le remettent pas, en l'occurrence. Sachant qu'en plus, je pense que je suis pas un spécialiste de l'agriculture, mais je pense que les moutons, ils sont un peu plus malins que les vaches, en l'occurrence, de pouvoir passer dessous. Enfin, tu vois, genre, en gros, enfin, pas plus malins, mais en tout cas plus agiles, quoi. Donc, je sais pas, que les vaches m'en veulent pas, quoi. Mais, en vrai. Pour les vaches qui nous écoutent, rien de personnel. Mais globalement, je pense que le mouton est beaucoup plus fourbe. Et donc, du coup, cette solution de. Les moutons, rien de personnel non plus. Rien de personnel non plus, mais c'est vrai que la solution de l'escabeau a l'air d'être vraiment la go-to solution dans les pays nordiques. Et c'est insupportable, ça casse les jambes. En plus, c'est en fer. Quand t'as les pieds pleins de boue, ça glisse, etc., etc. Donc, c'est. Ça casse le rythme. Ça casse le rythme. Mais voilà, ça fait partie du truc. C'est-à-dire qu'au moment, quand t'as pas le choix, t'as pas de problème.
il faut accepter le truc, tu le fais et puis c'est comme ça, tu vois, genre il y a pas de souci outre mesure quoi. Mais franchement, à la fin, je n'en pouvais plus quoi. Tu nous as parlé des marécages, tu as évoqué, c'était assez présent quand même. Je crois que tu avais plusieurs dizaines de kilomètres en tout cas en cumulé sur les marécages. Exactement, une quarantaine, c'est quand même pas neutre. En fait, le truc, c'est que la météo du jour, moi j'aime bien quand il pleut et tout, que tu cours, c'est cool, c'est rigolo, c'est un peu warrior et tout, t'es dans ton kawaii et tout, t'es content. Mais par contre, là, ce que j'avais pas. Kawaii qui est l'acronyme de Kariway. Kiriway, exactement. Ouais, c'est là, ça vient. Et du coup, le truc, c'est qu'en fait, là, genre dans les 10 jours précédents, il y avait eu énormément de pluie et tout, et le terrain s'était gorgé d'eau. Et du coup, en fait, t'as bon, c'est pas tant désagréable que ça, mais en fait, sur le temps long, j'ai dû faire une quarantaine de kilomètres dans des marécages. Enfin, marécage, j'entends quand tu vois plus ta malléole quand tu poses le pied. Mais que t'as pas le choix de ne plus voir ta malléole quand tu poses le pied. Tu laisses ta chaussure, quand tu relèves le pied, elle reste. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, la succion, en fait, que ça fait, l'espèce d'aspiration que ça fait et tout, en fait, ça tire sur les cuisses. Et ça m'a provoqué une belle contracture à la cuisse à partir du 150e. J'ai fini la course avec une jambe qui courait à 10h10. Je devais courir à 10h en fait, une jambe devant et une jambe qui était complètement ouverte, peut-être même 9h. T'as passé pas mal de temps sur la course seul par la force des choses avec le format et le nombre de participants. C'est plaisant pour toi à tout moment. Il y a des moments ça peut être un peu désagréable. Comment tu vis ce moment-là? C'est jamais désagréable. Le temps seul, c'est jamais un temps en montagne, dehors. Surtout quand là-dessus, pour le coup, c'est aussi ce que j'aime dans ce genre de format-là. Et dans ces régions-là, en l'occurrence, c'est qu'avant qu'on sorte le parcours de repli, t'es déjà sur le parcours de repli de base. C'est déjà, il faut déjà une météo, mais c'est normal. Enfin, en l'occurrence, tu vois, genre un orage dans ces endroits-là, c'est dangereux, c'est monnaie courante, c'est pas des choses qui considèrent comme dangereux, puis ils sont vachement moins violents que les orages de montagne, en l'occurrence. Donc, en gros, tu te retrouves tu vois dans des temps un peu complexes et tout et où la solitude c'est sympa. Enfin moi j'aime bien en l'occurrence oui c'est sûr qu'au bout de 2-3 heures tu vois genre sous une pluie battante tout seul au milieu d'un champ qui n'en finit pas tu vois, c'est un peu long mais c'est ce que j'aime aussi quoi, donc ça fait partie des trucs qui me plaisent et c'est pourquoi je suis là. En fait faut vraiment aimer ça. Si t'aimes pas ça, c'est sûr que du coup ça va être compliqué l'ultra trail pour les gens si t'aimes pas ce moment là quoi. En termes de position, est-ce qu'il y a un moment où tu te résignes un peu sur tes ambitions, sur les places, ou est-ce que tu arrives quand même à reprendre des mecs, ou parfois ça revient sur toi enfin, voilà. Les deux, en fait, franchement, j'ai perdu mes positions, elles ont été vraiment figées à partir du moment où je commence à vomir, je perds 5-6 places et je les retrouverai jamais. En l'occurrence, après, forcément, t'as toujours une ou deux personnes qui pètent devant et puis des mecs qui font des finishes canons. Ça, je ne sais pas pourquoi. Il faudrait vraiment un jour creuser cette solution du mec, tu sais, du mec qui arrive avec une foulée de jeunes hommes là, tu sais, genre au kilomètre 150 qui te dépasse et qui te félicite. Tu le regardes avec des grands yeux, tu sais pas ce qui se passe en l'occurrence et bon, au final. Est-ce qu'on y croit à ces félicitations là, les petites tapes en passant là? Ouais, en vrai, moi je suis pas. Mais par contre, c'est vrai que des fois, t'as le petit diable sur ton épaule qui te dit c'est le tramadol. Puis t'as l'autre qui dit non, en fait, il est vraiment fort. Puis en fait, t'as pas envie de briser tes accords Toltec et du coup, tu dis non, en fait, il est vraiment fort. L'harmonie intérieure, c'est important. T'as pas envie d'être médisant et tout ça. C'est vrai que quand tu dis comment un mec qui vole comme ça peut juste me dépasser maintenant s'il vole comme ça. C'est ça, pourquoi t'es pas devant depuis longtemps avec une foulée de comme ça? Ouais. Alors tu te dis bon, ça y est, il s'est changé, il a dormi 1 heure, il s'est retapé la cerise, il repart et tout, je sais pas, tu vois, j'en sais rien, je sais pas. Faut que j'étudie ces gens-là parce qu'il y en a toujours un ou deux dans les courses, tu comprends pas. Ouais. Quand t'es un peu devant, qui finissent, mais genre des mecs qui maîtrisent la distance de ouf. Tu me dis dans ton compte rendu de course que t'as l'impression d'avoir laissé un peu le temps filer sur la course à un moment. Ouais. Et t'en être un peu voulu. Qu'est-ce qui pose problème, c'est dans ça? Comment t'as vécu ce truc-là? C'est le fait de finalement on est moins indulgent quand c'est le mental qui laisse un peu filer que quand c'est le physique où t'as pas le choix? Très clairement. Ouais, pour moi, parce que comme je disais tout à l'heure, mon mental c'est normalement mon point fort en l'occurrence, mais j'ai un mental de finisher, j'ai pas un mental de finisher premier. Tu vois, et là c'est vrai que globalement quand c'est parti un peu à volo, en l'occurrence, je savais qu'il fallait quand même que je lève le pied si je voulais, tu vois, genre arriver à retrouver de l'équilibre et de la stabilité, tu vois, genre pour pas vomir partout et genre finir complètement déshydraté et en hypoglycémie, quoi. Donc en gros, l'idée c'est qu'il fallait quand même que je lève un peu le pied et tout. Et quand ça a commencé à aller mieux, j'ai pas réussi à remettre dedans le truc. Et au bout d'un moment, en fait, quand tu te rends compte que ça n'avance plus, ça fait 4-5 heures que tu vois plus, tu sais avec l'expérience que les écarts sont faits.
que sans défaillance devant, ça va être vraiment compliqué de revenir. Moi, j'ai pas ce petite foulée légère là dont on parlait il y a 5 minutes, tu vois, genre en fin de trail, je glisse doucement vers l'arrivée, tu vois, vers les abysses, quoi, en l'occurrence. Et j'ai 10 derniers, éventuellement, je remets le petit truc, tu sais, genre comme le petit Saint-Gervais, Chamonix de la TDS, tu vois, mais c'est vraiment la fin du fin, tu vois. Mais non, pour le coup, je sais que moi, et là-dessus, en fait, a posteriori, je m'en veux un petit peu, tu vois, de me dire, tiens, il y a un petit travail à faire là, tu vois, là-dessus, quand tu laisses un peu passer, quand il se passe un truc pas bien et tout, de pas réussir à remettre un coup dedans, je me dis, tiens, faudra pas que ça se reproduise. Et est-ce qu'il y a une forme enfin, est-ce que c'est des moments, admettons, là, sur les 30-40 derniers, où tu as envie un peu d'accélérer le temps, enfin, te dire, OK, maintenant, faut que ça se termine, il va plus rien se passer, ou est-ce que tu es quand même encore dans l'appréciation du moment, malgré ce que, en termes de physique, tu vois, de ressources que ça a pu mobiliser mentalement, là, ce que tu nous as décrit, est-ce que, malgré tout, tu es bien à ta place dans ce moment-là, où là, tu te dis, OK, il n'y a plus rien qui joue, il reste 30 bornes, bon, on va les faire, mais... En fait, c'est assez particulier. Enfin, moi, c'est comme ça. Je pense que ça doit parler à des gens ou pas. Mais en fait, en l'occurrence, l'activité cérébrale, en fait, au fur et à mesure des heures et de la fatigue, en fait, diminue. Et en fait, ce temps long, si tu veux, genre, moi, vraiment, sur ces moments-là, tu sais, tu me souffles dans une oreille, tu sens l'air dans l'autre, tu vois, je veux dire, en vrai. C'est pas long, t'es bien un secret, ça. Ah ouais, je m'en souviendrai pas, c'est sûr, hein, mais c'est vrai que et c'est aussi ce que j'aime dans ces moments-là, si tu veux, c'est qu'autant, tu vois, genre, au début, t'es un peu dans l'extase et tout. Le début, si tu veux, avant, c'est les 40 premiers, maintenant, c'est les 100. Mais en vrai, les 100 derniers, j'ai vraiment une activité cérébrale assez lente, quoi, tu vois, genre, je pense que vraiment, j'ai l'impression que ça va vite, mais je sais que ça va pas vite du tout dans ma tête. En l'occurrence, je le sais très très bien que, tu vois, que tout est plus ou moins au ralenti et tout, et que tu rentres dans une espèce d'économie de trucs pour pouvoir passer ce temps-là qui file complètement et tout. Donc en vrai, c'est vrai qu'il y a des kilomètres où il se passe un peu rien dans ta tête, quoi. En l'occurrence, tu vois, tu regardes mécaniquement ta montre en te disant, ah, 200 mètres. Ah, 100 mètres. Bon, allez, je remets ma petite veste par-dessus parce que si je commence à regarder tous les 100 mètres, tu vois, genre, alors qu'il me reste 60 km, ça va être très très long, quoi. Et du coup, tu dis, allez, je compte jusqu'à 1000, enfin, t'as plein de gimmicks, tu vois, genre. Tu peux compter les moutons, tu peux compter les moutons, tu peux dire que, tiens, je vais, dans 2 escabeaux, je regarde, ou dans 3 escabeaux, je regarde à combien j'en suis et tout. Et du coup, après, tu fais le calcul en disant, tiens, j'étais à 7,50 au kilomètre, donc si je maintiens ce 7,50 au kilomètre, j'arrive à 12h42. Je fais ça aussi, moi, tout le temps. Ça bouffe. Je connais ma table des 6 par cœur. C'est fois qu'il faut diviser par 60 en règle générale, mais je connais ma table des 6 avec une précision absolue. Loïc, tu as bouclé cette course en 28h20 à la 7e place. C'est quoi ton sentiment là? Qu'est-ce que tu ressens à l'arrivée? C'est le moment de juste aller se reposer, etc. Un peu comme ce que tu racontais sur Paris-Plage à l'arrivée, ou est-ce qu'il y a quand même de la fierté, de la joie d'avoir réalisé tout ça? Ouais, il y a de la fierté, il y a de la joie. En plus, il y a Valérie qui est là, donc du coup, je suis content de la retrouver, de dire, tiens, on va passer à autre chose, on va faire autre chose et tout. Je suis super content d'avoir terminé et tout. Là, c'est vrai que quand t'es sur un week-end comme ça où tu sais que tu vas vouloir un peu découvrir les choses à côté et tout, t'es super content en fait de finir et de passer à autre chose. Il y a ce côté, tu sais, c'est un double content. C'est content de l'avoir fait et content que ça soit fini. Tu sais, ce truc de pouvoir passer à autre chose, de faire autre chose de ta vie. C'est comme la première fois que tu finis la première fois que je finis ma Diag des Fous là en 48 heures, où ma vie c'était genre juste suivre des rues balises rouges. Tu sais, il y a un moment tu t'assois et tu te dis faut que je revienne à la vraie vie. Tu sais, genre j'ai l'impression de plus savoir comment ça fonctionne. Mettez-moi des rues balises jusqu'à l'hôtel, s'il vous plaît. C'est ça, c'est comment est-ce que ça fonctionne la vraie vie, tu vois, il y a des trucs à faire et tout, c'est intéressant. Faut reprogrammer. T'as été surpris en quoi là, par rapport à ce que tu as pu imaginer de ce que serait ce Keriway? Qu'est-ce qui a été très différent? Tu l'as un peu dit sur le côté très spartiate. Ouais. Mais est-ce que globalement l'expérience a été à la hauteur de ce que tu projetais? Ouais, vraiment. L'expérience était à la hauteur de ce que je projetais parce que le sentier est canon. En l'occurrence, il est très très bien tracé. C'est l'intérêt de ces courses-là en fait. En l'occurrence, c'est que t'as pas de transition où tu te fais genre 2 km au bord d'une 4 voies, tu vois, et que tu traverses une zone industrielle entre un Jiffy et un Casto pour rejoindre le massif montagneux d'après. Tu vois ce que je veux dire? Là, t'as vraiment un truc qui a une unité, une cohérence qui est genre super super bonne. Le truc où j'étais pas habitué, c'était le fait que tu vois, il y a des ravitaillements, ils sont dans le gymnase du village. Moi, je traverse le village, ils m'ont dit il est où le ravitaillement? Il fait tu demi-tour, prends la première à droite et tu remontes et puis après c'est sur ta gauche.
Et là, tu fais, merci les gars, tu vois, genre, et du coup, tu refais demi-tour, tu te retrouves dans le gymnase et tout. Et là, dans le gymnase, c'était des mecs qui avaient fait, il y avait, en gros, les ravitaillements, c'était que ce que les gens avaient acheté, tu vois, genre ce que les bénévoles avaient acheté. Donc, en gros, t'as une citerne d'eau, et puis ils avaient mis un peu de café instantané, et puis quelques trucs irlandais que j'ai pas vraiment. T'as osé? Oui, toujours, c'est la curiosité et tout. Mais après, tu te rends compte que vraiment, leur petit gâteau sec, tu vois, genre. Ils sont secs. Ouais, c'est vraiment le beurre, c'est vraiment juste pour dire deux, quoi. Mais c'était du coup ça j'ai vraiment été étonné, quoi, tu vois, parce que pour le coup il faut vraiment être vraiment prévenu, mais c'est cool, tu vois, quand tu sais que en plus pareil, tu sais qu'ils te donnent les villages ou les endroits où lesquels il y a des ravitaillements, mais t'as pas un GPX où c'est marqué où était le ravitaillement dans le village, quoi. En l'occurrence, donc en gros ça peut être tu vois ça peut être 22 ou 25 en fonction de si c'est au début du village, à la fin du village ou un truc comme ça et tout. Donc en gros, tu sais jamais vraiment combien va durer le segment d'après. Et ça, moi, en fait, en l'occurrence, qui aurait pu genre devenir quelque chose de très horripilant au début de ma carrière d'ultra trailer. Maintenant, ça devient un truc rigolo, marrant, tu vois, genre. Ouais, c'est en partie ce que t'achètes aussi en allant sur ce genre de truc. Exactement, quoi. Et j'avoue que à l'heure où les dossards se partent en 20 minutes sur les courses traditionnelles, je pense que je vais laisser de plus en plus ma place sur ces courses-là, en fait. En l'occurrence, où j'avoue que j'aime beaucoup de plus en plus ces trucs un peu hors cadre, un peu, tu vois, il y a la Spike en Écosse, ou des trucs comme ça et tout. C'est vraiment des trucs où tu te dis, il faut que tu te prennes en charge, que t'acceptes, tu vois, genre, des trucs un peu plus roots et tout, quoi, et j'aime bien ça. Est-ce qu'il y a des apprentissages que tu retiens de cette course? On apprend toujours sur chacune des expériences qu'on peut avoir. Est-ce qu'il y a des choses nouvelles avec lesquelles tu as pu enrichir ton bagage? Ouais, la nutrition, en l'occurrence, de faire attention, de réfléchir. Faut faire que je reteste encore avant de passer à 90, c'est quoi, c'est 90 grammes ou milligrammes de sucre par heure, là, le machin. De glucides par heure. De glucides par heure et tout, quoi. Avant de retenter un truc comme ça, tu vois, genre, on va peut-être falloir le faire sur un petit éco-trail à la maison avec des Haribo en backup dans le sac, en l'occurrence. Donc ça, c'est un bon apprentissage et tout. Puis en plus, ça valide, mais pour le coup, moi, ça valide le format où je peux aller un tout petit peu plus loin que le 100 miles, en l'occurrence. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît de ouf de pouvoir me dire, ça commence avec la VVX, tu vois, bon, j'arrive pas à les finir, tu vois, parce que, tu vois, à la fin, je laisse filer le temps un peu à la VVX, pareil sur le Kerryway, mais ça finit et tout, et du coup je sais que tu vois dans encore 1 ou 200 kills je vais réussir, si tu veux, comme sur les 100 miles, les 160, 165, à pouvoir finir à peu près ok. Juste question vraiment extrêmement futile, le premier Haribo que tu prends là quand t'es au magasin, celui que tu mets dans ton sac, ça va être lequel? Ah, le premier Haribo que je prends, les Dragibus. Ok. Une facile de couleur? Pas de préf de couleur en l'occurrence. Alors après il y a un débat sur les grands, les petits. En l'occurrence, moi j'ai pas de préférence, vraiment. Je suis complètement agnostique sur la taille du Dragibus, mais le Dragibus c'est vraiment bien. C'est pas mon préféré. Mon préféré c'est les Sour et tout ça, mais en l'occurrence en course le Dragibus c'est bien, ça colle pas trop aux doigts, enfin tu vois, genre ça colle aux dents de ouf quand même, non? Oui, mais c'est pas grave, c'est dans ta bouche en l'occurrence, tu vois, genre c'est pas comme quand ça a pris un peu d'eau dans ton paquet de crocodiles et qui sont tous agglomérés les uns aux autres, et du coup t'es obligé de croquer dedans pour pouvoir les séparer. C'est moins cool ça. Ouais. Ça c'est complètement insupportable, alors que le Dragibus a vraiment un form factor super intéressant, quoi. Loïc, merci pour cette expérience, ce retour d'expérience sur le Kerryway. La suite, donc, qu'est-ce que tu sais de ta saison? Il y a ce point d'interrogation qui est la Western, on l'a compris, ce serait une merveilleuse nouvelle pour toi et on te le souhaite vraiment pour 2026. Qu'est-ce que tu sais des mois qui arrivent? Alors là, je prépare l'Ultra Verticham de Chamonix, donc c'est une course de run and fly, que du coup c'est 5000 mètres de dénivelé en, je crois, 6 montées, où on monte à pied avec le parapente sur le dos et on descend. Donc le chronomètre s'arrête quand on arrive au sommet. Après, on peut s'installer, on fait notre truc, on n'est pas chronométré pour préparer sa voile et tout le bazar. Le vol n'est pas chronométré parce qu'il y a une centaine de coureurs, donc c'est vrai qu'après tu peux prendre des risques en l'air qui sont pas très intéressants. Mauvaise idée. Par contre, c'est un peu à la manière du biathlon, c'est-à-dire qu'il y a un atterrissage de précision dans 2 grandes cibles, et donc du coup, en fait, chaque mètre en dehors de la cible, ou chaque 2 mètres en dehors de la cible, se transforme en tour de terrain, qui eux sont chronométrés et comptent sur le résultat final. Ok. Trop marrant ça. Ouais, c'est super, c'est la première année que je le fais, en l'occurrence. C'est quel genre de durée, une épreuve comme ça? Toute la journée, en l'occurrence. Là, pour le coup, sur les 6, en gros, sur la version normale, donc la Verticham, c'est 3000 mètres en 3 montées. Donc, il y a le plan de l'Aiguille, Flégère et le Brévent. Ok. Et donc, du coup, c'est des montées différentes à chaque fois. Je pensais que c'était de boucle, de loop. Alors, tu fais 2-3 fois la même sur l'Ultra. C'est les beaux mollets, parce qu'en fait, au milieu de la journée, je pense que l'activité thermique fait que, globalement, ça peut être vite ventu et pas très intéressant sur certains
Enfin, certains sommets les plus hauts, quoi. Mais ça m'intéresse bien. Je suis assez content. Ça change un peu de format. C'est quelque chose qui m'amuse et tout. Donc, je prépare ça assez intensément. Et puis après, un petit retour à la synthé où je suis pas allé depuis 2018. Toi, pareil, tu laisses revenir l'envie, tu laisses revenir le truc, tu laisses revenir un petit peu le machin et tout. Puis là, c'est vraiment, là, ça va être l'occasion de retester un 90 grammes et de vomir à Sainte-Catherine cette fois. On croise les doigts, je te le souhaite. Ouais, non, je vais essayer de faire. Non, en plus, ça va être sympa. Il y a toujours pas mal de gens que tu connais à la synthé. C'est un truc facile à organiser, c'est cool et tout, quoi. C'est la dernière de l'année, dernière danse. Exactement. Même s'il n'y a pas vraiment de pause, tu vois, pour nous, parce que je pense que, tu vois, il y a plein de courses. Après, ça prépare les co-trails et la boucle ne s'arrête jamais, quoi. En l'occurrence, quand t'aimes bien. Et donc, on l'espère, la Western. Tu sauras quand? La Western, normalement, on sait toujours à la Saint-Élion. C'est dans le, ouais, tu sais que généralement, avec le décalage horaire, tu apprends ça à 21h30, genre 1h30 avant le départ de la Saint-Élion. Ok. Bon. Toujours comme ça. On croisera les doigts et puis on aura l'occasion de se voir là-bas. Tu me raconteras, j'espère qu'il y aura des bonnes nouvelles là-dessus. J'espère. Loïc, dernière question de l'épisode. Ouais. C'est pas le mot de la fin, c'est le motto de la fin. Est-ce que tu as une devise homemade ou existante à partager avec nous? J'avais trouvé un truc super inspirant là, tu vois, mais en fait le truc, ce que je voulais quand même dire, c'était de rester curieux, quoi. En fait, que c'est dans les expériences inédites que tu trouves le plus de choses intéressantes. Donc en l'occurrence, il y avait bien un truc, c'était genre d'aller découvrir, de sortir dehors et d'aller passer un peu de temps dans les montagnes à découvrir des trucs. C'est le truc le plus cool, quoi. Et c'est pas obligé d'aller dans les montagnes et de se mettre en danger et de faire des trucs dangereux et tout ça. En l'occurrence, franchement, juste traverser la Seine-et-Marne ou la Seine-Maritime sont des endroits où vous serez surpris de quel point ça peut être aventureux, à quel point ça peut être cool. Les Ardennes, c'est cool. La Mayenne, c'est cool. Les Aravis, c'est incroyable. Il y a tellement d'endroits incroyables que faut sortir dehors et aller s'amuser. Ouais, je suis d'accord. La plus belle des qualités, la curiosité, il faut l'entretenir à tout prix. Merci beaucoup, Loïc. C'était un super moment. Comme attendu, c'était génial. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. C'était chouette aussi de mettre en lumière aussi ces courses qui sont moins exposées. Tout à fait. Franchement, n'hésitez pas, parce que c'est clairement quelque chose qui gagne à être connu, et parce que voilà, il y a rien, et que du coup, vous allez apprendre autant sur vous que sur ce petit coin d'Irlande, en l'occurrence, à être vraiment tout seul et à être vraiment confronté à juste votre propre organisation et trouver des solutions par vous-même. Dépêchez-vous, on a 2 ça réparte en 20 minutes aussi là. Non, mais je pense que ça va donner envie à plein d'auditeurs. En tout cas, c'est le genre de course qui donne vraiment très envie de tenter des trucs un peu hors des courses cadre, hors cadre, etc. En plus, on a une balise GPS, donc c'est vrai qu'en l'occurrence, la sécurité est assez bien organisée. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas de balisage, mais tout le monde a une balise GPS. Donc en gros, t'as des moutons qu'on a brevet de médecine qui peuvent intervenir à tout moment. Exactement. En l'occurrence, ils sont extraordinaires, quoi, avec leur petite croix rouge. Salut Loïc, merci pour Merci beaucoup. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne rien manquer de nos prochaines histoires et continuer à vibrer avec nous. Cela ne vous prendra que quelques secondes et c'est aussi la meilleure façon de soutenir ce podcast indépendant. Et si vous aimez les récits d'aventure, courez découvrir mon autre podcast, Aventure épique. On y partage des aventures en plein air, à couper le souffle. À bientôt.